Aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde ensemble l'influence des sciences dans le monde musulman au Moyen-Âge sur l'Occident chrétien, sur l'Europe occidentale, laquelle a en partie mené à ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui? Eh bien parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines personnes, encore aujourd'hui, qui remettent totalement en cause cette idée qu'il y a eu un héritage du monde musulman vers l'Occident chrétien au Moyen-Âge. Il y a des personnes donc qui remettent totalement en cause cette idée-là. Vous savez, c'est l'idée que, entre les 9e et 10e siècles principalement, les savants musulmans ont recueilli l'héritage des Grecs, ont même innové, et ça c'est d'ailleurs critiqué, ont innové et ont ensuite transmis leurs connaissances à l'Occident chrétien, principalement entre les 11e et les 13e siècles. Et aujourd'hui, cette idée, elle est complètement remise en cause par des auteurs, et encore aujourd'hui, notamment par exemple, Aristote au Mont-Saint-Michel de Sylvain Guggenheim. Alors pourquoi ces auteurs remettent en cause ces idées-là? Vous allez voir dans cette vidéo d'abord que, même sans aller dans des exemples historiques d'influence, d'héritage, je vais citer des auteurs médiévaux eux-mêmes qui remettent totalement en cause cette idée que non, les arabo-musulmans n'ont rien apporté à l'Occident, c'est complètement faux. Donc d'abord je vais faire ça, et ensuite je vais vous dire aussi, bien sûr, les principales transmissions qui ont eu lieu, les principales influences qui impactent encore aujourd'hui l'Occident, dans notamment ces sciences. Alors quelles sont les thèses de ces personnes-là? Comment peuvent-elles dire que eh bien, les arabo-musulmans, le monde musulman de manière générale, n'a rien apporté à l'Occident chrétien de manière scientifique? Le premier argument que ces personnes défendent, c'est l'idée que, eh bien, au Moyen-Âge, c'est la religion qui domine, et comme c'est l'islam qui domine, et comme l'islam serait une religion contre les sciences, eh bien, le monde musulman n'aurait pas pu développer bien les sciences parce que, bien sûr, les savants n'ont pas pu s'adonner pleinement au raisonnement, n'ont pas pu pleinement mettre en avant la raison humaine. Le second argument, c'est l'idée que, ok, d'accord, au 9e, 10e siècle, les musulmans ont recueilli l'héritage des Grecs, ils ont traduit les ouvrages des Grecs, pas que d'ailleurs, aussi des ouvrages persans, aussi des idées indiennes qui vont venir, mais ils ont fait que copier en fait. Ils ont fait que préserver cet héritage-là, et en quelque sorte, ils n'ont pas innové. Ce qui est complètement faux, on va voir par la suite. Aussi, il y a la troisième argument de ces personnes-là, c'est l'idée que, même si bien sûr il y a eu peut-être une effervescence culturelle et intellectuelle dans ces mondes-là, dans ce monde musulman, eh bien, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 100 ans, 200 ans, peut-être 250 ans, mais pas plus. C'est l'idée de déclin scientifique du monde musulman que vous connaissez sans doute, que l'idée que finalement, bien sûr il y a eu un développement entre les 9e, 11e siècles, mais à partir du 12e siècle notamment, et notamment fin 11e, début 12e siècle, il y aurait eu un déclin scientifique. La figure de proue de ce déclin scientifique, ce serait Al-Razali. Al-Razali qui a écrit son ouvrage Tahafut el-Falasifa, c'est-à-dire l'incohérence des philosophes. Et selon eux, Razali et d'autres, lui c'est vraiment, Razali serait le porte-étendard de la religion sunnite, de ce qu'on appelle l'orthodoxie, qui serait contre, selon eux, la science, le développement des sciences. Et donc Al-Razali et d'autres avec lui auraient finalement ralenti l'essor des sciences et auraient même complètement arrêté l'essor scientifique au sein du monde musulman. C'est les trois thèses qui sont portées par les tenants de ce discours-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce discours, il n'est pas nouveau. Ce discours, ça fait des siècles qu'il a été développé. Et pourquoi il a été développé? Principalement parce que, bien sûr, il y a des préjugés sur l'islam et le monde musulman, mais aussi parce que il y a des visions idéologiques, des visions politiques. Et donc maintenant, je vais vous citer 3 auteurs, principalement même 4 auteurs, qui ont défendu cette vision-là, et qui donc notamment sont des auteurs du fin 18e, 19e siècle. Alors par exemple, Nicolas de Condorcet, qui a écrit en 1795 de manière posthume, « Les Arabes ont pu raviver quelques étincelles du génie des Grecs, mais ils étaient soumis à un despotisme soutenu par la religion. » Ou encore Édouard Sachot, qui nous dit « Sans les éminents savants religieux, El-Ashari et El-Razali, le fameux El-Razali, les Arabes auraient pu être une nation de Galilée, Kepler et Newton. » Troisième maintenant, on va avancer un peu plus dans le siècle, on est au 19e siècle avec le fameux Ernest Renan. Ernest Renan, si vous ne savez pas qui c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, notamment sur Averroès. Et lui aussi, il tient cette idée que, en fait, les musulmans, le monde musulman médiéval n'a pas pu innover, n'a pas créé de sciences concrètes, et finalement n'a pas apporté grand-chose à l'Europe. Les Arabes, renfermés comme tous les peuples sémitiques dans le cercle étroit du lyrisme et du prophétisme, n'ont jamais eu la moindre idée de ce qui peut s'appeler science rationnelle. Par une étrange destinée, cette race qui sut imprimer à ses créations religieuses un si haut caractère de puissance n'a pas produit le plus petit essai de philosophie qui lui soit propre. La philosophie chez les sémites n'a jamais été qu'un emprunt purement extérieur
et sans grande fécondité, une imitation de la philosophie grecque. Bien sûr, à travers cette citation du 19e siècle, il faut aussi comprendre que derrière bien sûr tous ces discours-là, je vous ai dit, il y a aussi des visées politiques, parce qu'on a une époque du colonialisme. Et forcément, il y a l'idée aussi que on vient apporter la science. L'Europe, l'Occident vient apporter la science, notamment ici aux pays musulmans, qui ont connu ce déclin scientifique et qui finalement n'ont pas connu la raison, n'ont pas connu la vraie science, c'est-à-dire la science moderne et occidentale. Vous avez aussi, parce que ce discours continue encore, par exemple dans History of Western Philosophy, donc un ouvrage qui a été publié en 1945 par Bertrand Russell, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la philosophie, donc un philosophe britannique qui est réputé, et qui affirme en se référant à Avicenne et Averroès que ces derniers sont essentiellement des commentateurs, avec juste donc l'idée d'une préservation du savoir grec. Et cette idée a été reprise très récemment, et vous le savez sans doute, en 2009, qui a fait une grosse polémique, l'ouvrage de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont Saint-Michel, donc qui reprend toutes ces idées-là que je viens de vous citer. Donc dans cette vidéo, vous allez voir maintenant, et sans même finalement se baser sur les exemples concrets et historiques qui montrent que le monde arabo-musulman a vraiment influencé l'Occident chrétien, je vais simplement ici, pour commencer, vous citer des auteurs médiévaux eux-mêmes qui vont vous montrer que ces visions-là, elles sont extrêmement simplistes et même pour la grande majorité erronées. Donc d'abord, je vais commencer par un certain Adélard de Basse, donc qui a vécu principalement dans la première moitié du XIIe siècle, et qui, entre 1109 et 1116, a commencé à faire un grand voyage. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup traduit les œuvres, qui a recueilli notamment la science, les ouvrages qui ont été produits par les savants arabo-musulmans. Et quand je dis arabo-musulmans, c'est pas forcément qu'ils sont musulmans, c'est juste qu'ils écrivent en langue arabe au sein des sociétés musulmanes. Bref. Donc en fait, Adélard de Basse, il a voyagé principalement à Antioche, donc là on est plutôt dans le Levant, à Damas, à Jérusalem, à Alexandrie, et là il a recueilli ces ouvrages-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Adélard de Basse? Il nous dit « J'ai appris de mes maîtres arabes à prendre la raison comme guide. Tandis que vous, donc là il s'adresse notamment aux occidentaux, ses contemporains, tandis que vous vous en tenez uniquement à ce que disent ceux qui détiennent l'autorité. » Il nous dit aussi, parce qu'il écrit ici à son neveu, Adélard de Basse, « Souviens-toi neveu, il y a déjà 7 années passées, alors que presque enfant je t'abandonnais dans les études françaises à Laon, avec mes autres auditeurs, nous convînmes ensemble que j'irais explorer autant que possible les études des Arabes. » Et donc là déjà on voit, juste en citant un auteur contemporain, que, bien évidemment, on voit ici qu'il y a eu un réel apport des savants du monde arabe, du monde musulman, par rapport à l'Occident. Le troisième point important d'ailleurs, c'est que Adélard de Basse ne dit jamais en fait que ne fait jamais référence aux savants arabo-musulmans comme étant des musulmans. C'est-à-dire que la grille de lecture religieuse pour lui, elle n'était pas importante. Ce qui l'intéresse, c'est principalement donc la question de ces transferts de la science. Il a principalement une vision scientifique. Je vais vous citer maintenant un second auteur qui était extrêmement important pour les mathématiques dans l'Europe occidentale. C'est Leonardo Fibonacci. Donc lui, il a plutôt vécu dans la seconde moitié du XIIe siècle, plutôt vers 1180, et il a écrit un livre qui s'appelle le Liber Abaci, le livre de l'abaque, qui était en fait l'abaque, un instrument pour calculer. Et lui, il a reçu une éducation Fibonacci dans la ville de Bougie, qu'on appelle aussi Béjaïa et qui est dans l'actuelle Algérie. Mais il a aussi visité, un petit peu à la manière de Adélard, il a aussi visité la Syrie et l'Égypte. Et il a aussi eu accès alors aux manuscrits arabes en mathématiques qui lui a permis d'écrire son livre de l'abaque qui a en quelque sorte quand même révolutionné les mathématiques au sein de l'Occident chrétien. Et qu'est-ce qu'il nous dit donc Fibonacci nous dit « Lorsque dans mon enfance mon père fut promu fonctionnaire par l'État comme greffier à la douane de Bougie pour s'occuper des marchands de Pise qui s'y rencontraient en foule, il me fit venir auprès de lui et se proposa de me garder quelques jours afin de m'instruire de l'étude du calcul. Là, initié au calcul par ce maître exceptionnel, au moyen de 9 chiffres indiens, donc là aussi transfert des chiffres indiens par le monde arabo-musulman, j'ai été passionné par-dessus tout par l'acquisition de cette technique à un si haut degré, j'y étant excellé que par la suite, j'ai fait un tour de tout ce qui, sous des formes variées, mérite d'être connu sur le sujet, en Égypte, en Syrie, en Grèce, en Sicile et en Provence, pays où, pendant mes voyages de travail, j'ai poursuivi mes études en profondeur et j'en ai tiré un enseignement en ce qui concerne l'affrontement de ces arguments. Alors je pourrais vous citer d'autres auteurs qui parlent par exemple Kamal al-Din ibn Yunus de Mossoul, qui est un savant musulman qui est mort en 1242 et qui nous dit par exemple qu'il avait dans ses cours des chrétiens. Bref, je pourrais vous citer plein d'autres exemples. Vous savez aussi que
et là de manière beaucoup plus historique et beaucoup plus concret, enfin c'est déjà concret, mais de manière beaucoup plus historique et beaucoup plus générale, bien sûr, le monde musulman a influencé l'Occident chrétien par le transfert des sciences, non seulement parce qu'il va transférer bien sûr la science des Grecs, parce que ce que vont faire d'ailleurs en copiant les Grecs, en recueillant ce savoir-là, eh bien les arabo-musulmans vont synthétiser les connaissances. Parce que c'est très bien, vous avez des auteurs grecs qui avaient produit des sommes très importantes, comme par exemple Galien. Mais le problème, c'est que c'était des gros ouvrages, où il fallait piocher à droite à gauche, où c'était pas forcément hyper cadré, pas forcément hyper synthétisé, hyper clair. Et ce que vont faire les arabo-musulmans, c'est qu'ils vont synthétiser tout ça. Donc déjà, c'est la première des choses. Mais aussi, ils vont innover. C'est pas pour rien, par exemple, que aujourd'hui, des historiens mettent en avant l'idée que éventuellement, par exemple, Copernic, celui qui a montré que toutes les planètes tournaient autour du Soleil, eh bien, aurait été influencé par notamment 3 auteurs du monde musulman. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, le Hayy ibn Yaqzan, donc qui est un ouvrage d'Ibn Tufayl, donc qu'on pourrait considérer comme un philosophe, a beaucoup influencé les philosophes européens, et même au cours de l'époque moderne, parce qu'on pense que il a été aussi une source d'inspiration pour, par exemple, là c'est pas forcément un philosophe, mais pour Robinson Crusoe, que vous connaissez sans doute. Il y a d'autres, bien sûr, influences, par exemple le fait que les universités européennes se sont beaucoup alimentées des ouvrages arabes, à tel point que les manuels qui ont été créés comme le Canon d'Avicenne ou le Hawi d'Al-Razi ont été des manuels majeurs, des ouvrages majeurs pour l'enseignement des élèves dans les universités. Vous avez aussi bien sûr, on l'a parlé ici, l'héritage pour les mathématiques. Vous avez l'héritage pour l'optique avec Ibn al-Haytham qui a beaucoup apporté pour l'optique, la compréhension de la vision. Donc voilà, vous voyez bien que les choses sont beaucoup plus complexes, que les choses sont surtout beaucoup plus riches et que bien sûr le monde musulman a apporté énormément à l'Europe chrétienne et à l'Occident de manière générale, et encore aujourd'hui, on en voit les conséquences. Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est que, bien sûr, malheureusement, aujourd'hui, avec les visions qui sont portées sur l'islam, vous avez des discours qui viennent à totalement nier cet apport-là, ou en tout cas à largement le diminuer, alors qu'il est extrêmement riche, et il faut en parler. Et justement, c'est parce qu'il faut en parler, c'est parce qu'il faut défendre une vision plus juste, une vision plus réaliste des choses, que je suis en train de créer à l'heure actuelle un programme que j'ai appelé le programme Héritage, où justement je traite de cette question en profondeur, de cet apport du monde musulman scientifique par rapport à l'Occident, qui a en partie mené à ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance. Et justement, je vous invite à vous inscrire à un webinaire que je vais mener lundi soir à exactement 8h30. Ce webinaire, c'est en fait une vidéo privée, un live privé, où donc je vais vous parler un petit peu plus en détail de pourquoi c'est important de s'intéresser à ces questions-là, de ce que vous allez découvrir, de ce que j'ai découvert en faisant ce programme-là, et donc je vais vous transmettre les principales découvertes que j'ai réalisées. C'est juste bluffant de voir tout cet héritage qui a pu être transmis. Et en plus, avec ce webinaire, vous pourrez accéder au programme à un prix réduit, mais ça sera simplement pour la soirée du webinaire. Donc pour vous inscrire, ça se passe sur le premier lien dans la description. Attention, les places sont limitées, donc ne tardez pas à vous inscrire. Et donc, encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Si vous arrivez en retard, vous avez le second lien dans la description pour accéder à mes programmes, et vous trouverez directement le programme associé dans la liste qui va défiler sous vos yeux. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et pour ceux qui se seront inscrits au webinaire qui aura lieu donc lundi à 8h30, eh bien, je vous donne rendez-vous sur le webinaire. Sur ce, jusque-là, portez-vous bien.